À l'abri de la chaleur ou trop exposé, on vous aide à passer le temps. Vous êtes sur ici Loire-Océan. Un grand bol de fraîcheur avec un gars du coin. C'est notre invité de ce dimanche. Il s'appelle Serge Potiron. Ce qu'il vous dirait de son activité, c'est qu'il est grand-père avant tout. Et il a eu envie de se raconter à ses petites filles. Et pour notre plus grand bonheur à tous, ça a donné un livre dans lequel je suis tombée la tête la première. Le murmure de la terre. On va en discuter avec son auteur dans Les gens d'ici ce matin. Bienvenue tout le monde. Ici Loire-Océan, Pauline Espagno, les gens d'ici. Soyez le bienvenu Serge. Bonjour. Merci, bonjour. Professeur retraité, professeur agrégé, s'il vous plaît, d'économie et de gestion au sein des universités nantaises. Pour un petit garçon qui a passé son enfance à la campagne dans les années 70, une agrègue, c'est pas une mince affaire, hein. Félicitations. Oui, c'est vrai. Bon, je ne m'en suis jamais vraiment vanté, mais je suis parti, on va dire, avec un diplôme hôtelier, donc un BTH, un brevet de technicien hôtelier à Saint-Nazaire. Bon, c'était mon choix en fait. Après la troisième, j'avais envie de partir à la cuisine. 3 ans, et puis à la fin je me suis dit quand même, tu vas travailler tous les samedis, tous les dimanches, à contre-courant de tout le monde, prolonge un petit peu. Bon, alors je suis parti sur un BTS commerce international, et puis après, à un moment donné, je me suis dit, l'enseignement vraiment c'est ça qui me plaît, quoi. Je veux rentrer dans ce monde-là, donc j'appelle le rectorat, mais on dit, monsieur, vous ne pouvez pas en fait, vous n'avez pas de bac. Donc c'est pas possible, vous pouvez pas être enseignant. Donc grosse déception. Par contre, dans la foulée, elle me dit mais professeur, vous allez pouvoir être, parce que vous avez un BTS. Donc vous pouvez pas être enseignant auprès des plus jeunes, instituteur. Ouais. Mais professeur, c'est possible. Alors après, moi, je l'ai pris positivement, en tout cas. Je me dis, voilà, la chance s'offre à moi, j'y vais. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai passé les concours, en fait. Donc, chez nous, c'est PLP1, PLP2, CAPET, et puis l'agrégation. Est-ce que vous avez eu envie de marquer une rupture entre cette éducation et votre vie d'adulte ? Est-ce que ça vient de là, Alors, la rupture, je sais pas. Je pense que tout est plutôt lié. Il y a une éducation, effectivement, qui était donc en prise de fortes valeurs. Donc, de valeurs de travail, de respect des autres, de respect des anciens, du vivant, on va dire. Mais bon, en même temps, en moi, la volonté aussi de progresser, de construire quelque chose. Dans la temporalité, on rappelle que votre enfance c'était dans les années 70, donc il y a un bouillonnement d'idées qui est très largement arrivé jusqu'à Saint-Émilien-de-Blain. Il y avait pas de souci. Avec un cadre familial qui nous le permettait, parce que finalement, les parents ne nous ont jamais empêchés d'avoir des projets, d'avoir des idées, d'avoir des envies. Du coup, c'est le moment de parler d'un des chapitres du livre. On ne prend pas en ordre chronologique. Un de ceux qui m'a vraiment marqué quand vous parlez des vacances à la mer. Vous dites 70 km, ça paraissait déraisonnable à l'époque jusqu'à la plage de Pénétin, où vous passiez de rares moments au bord de la mer. Et même là, vous dites, quand on est un enfant de la ferme, on ne va pas à la mer pour ne rien faire. C'est exact. C'est un credo, ça. C'est vrai. Alors en fait, l'été, donc les grandes vacances, c'était très long, mais pour autant, à la ferme, il y avait suffisamment d'occupation, on va dire un peu au quotidien. Mais il y a quand même une ou deux parfois journées qu'on pouvait attendre. C'était la journée à la mer avec les cousins. Et c'était vraiment les seules vacances en fait. Donc cette journée-là, comme je l'ai un petit peu écrit, pour nous, c'était une expédition. Pour les parents aussi, vraiment une expédition. On rappelle que c'était 70 km à l'époque. Voilà, ce qui est rien du tout en fait. 70 km, c'est rien du tout. Mais en fait, 70 km, déjà, ça nous faisait changer de département. Un truc de dingue. Voilà, un truc de dingue. Avec l'ami 8, ma mère qui conduisait. Mon père n'avait peut-être pas encore le permis ou tout juste et n'osait pas trop conduire. Et puis donc, on y allait à 2-3 voitures. Il fallait vraiment se suivre, au cas où ce serait perdu. Voilà, arrivé après à Pénétin, donc la plage de la Mine d'Or, c'était le lieu très précis. Comme je disais, on n'y allait pas pour rien. C'est impossible d'être agriculteur, enfant d'agriculteur, et d'imaginer aller juste s'allonger sur la plage, quoi. Là, on allait guetter les marées. Et en fonction de la marée, finalement, il y avait un temps de pêche, quoi. Pêche à pied, moule, huître ou autre. Et après, donc, pique-nique. Et surtout, au retour, le calvaire de Pontchâteau, incontournable, puisque les origines étaient rurales, mais aussi finalement chrétiennes, si on peut dire. Et donc, voilà, c'était un passage incontournable. Ici Loire-Océan.
Je pense qu'une grande bouffée d'air frais ferait du bien à tout le monde ce dimanche matin. C'est exactement ce que je vous propose dans Les gens d'ici. À la rencontre de Serge Potiron, sa vie, son œuvre racontée dans un joli livre bucolique, Les murmures de la terre. Le retour à la nature aussi que vous nous proposez avec cet ouvrage-là, autobiographique, Le murmure de la terre, je rappelle qu'il s'appelle comme ça. On le passe beaucoup dans la nature. Citation, on disait le jardin, avec une majuscule qu'on n'écrivait pas mais qu'on entendait. C'est du pagnol ça, Serge? Alors je ne sais pas si c'est du pagnol, parce que moi je ne suis pas du tout dans la littérature, c'est pas du tout mon métier de base, j'étais enseignant, mais c'était ça quand même. C'est-à-dire que finalement le jardin, ça ne pouvait être que le jardin potager. Ouais. Les fleurs à l'époque, c'était vraiment les petits recoins, enfin il y en avait quasiment pas. Je connaissais à la limite les dahlias, voilà 2-3 fleurs. Par contre le jardin potager, c'était celui qui allait nourrir la famille finalement. Donc il était vaste, il était bien organisé, on y allait tous les jours et c'était aussi le lieu qui était systématiquement montré. Quand on accueillait des gens, c'est viens en faire un tour au jardin quoi. D'accord, voilà, c'est la façon de montrer la vraie richesse familiale, le jardin, en fait. C'est vrai, et je pense que c'est resté encore. Là, je vois quand je vais voir ma mère, qui a maintenant 84 ans, eh bien, on va faire un tour au jardin. C'est incontournable en fait. Continuons sur les références. Bien sûr, ça m'appartient, mais moi je suis grande lectrice, donc forcément je vois un truc qui me fait penser à du pagnol. Je suis ravie. Un peu plus tard, vous parlez du fanage. Vous dites que c'est une activité amusante. Vous savez quelle grande dame de la littérature était parfaitement d'accord avec vous, Serge Potiron? Alors, je sais pas, il y en a plein. Peut-être ça pourrait être George Sand. La principale était Madame de Sévigné. D'accord. Ouais. Elle considérait elle aussi que c'était follement amusant. Elle le faisait moins souvent que vous. On est bien d'accord. Ça, c'était en tout cas une activité qui, pour nous, était possible, était autorisée, on va dire. Bon, alors peut-être pas à l'âge de 5-6 ans, mais sur 10-12 ans, on allait monter sur un tracteur. C'était finalement le temps des vacances aussi en même temps. Donc voilà, on prenait notre temps et puis on allait faire cette tâche à la place des parents. Une dernière référence, si vous la connaissez pas, je suis ravie de vous l'amener. Ça m'a rappelé beaucoup un livre que j'avais adoré quand j'étais gamine, signé Marie Rouanet. Ça s'appelait Nous les filles. Ça racontait son enfance à Béziers dans les années 50 et ça a été un livre super important pour comprendre le mental et la psyché des petites filles. Il se trouve que de son Occitanie natale, elle a pourtant été prof à Anceny pendant quelques années. Voilà. Et j'ai découvert très récemment qu'elle nous avait quittés en 2026. Gros chagrin parce que dans ce livre de Marie Rouanet que j'ai lu 50 fois, il y a des échos de ça dans Le murmure de la terre, dans cette honnêteté, dans le fait de dire aussi c'est comme ça, on nous expliquait pas mais on s'accommodait des choses quoi. Alors exact. En fait, c'était vraiment une transmission qui n'était pas tant que ça pour nous orale, finalement. Je trouve que on observait beaucoup, on voyait des gestes qui étaient des gestes reproduits depuis maintes et maintes années par nos grands-parents, par nos parents, et finalement c'est instinctivement comme ça qu'on apprenait aussi. Et on était dans une époque où il y avait beaucoup de choses qui étaient en fait non dites aussi finalement quoi. Et comme quand les femmes avaient leurs règles. Exactement. On n'en parlait pas, on savait, je vous cite aussi. C'est ça, exactement. Parce que là, je prenais l'exemple, par exemple, où on allait tuer le cochon. Bon, tuer le cochon, chacun avait son rôle. Il y avait des tâches différentes. Donc, le grand-père, un rôle très particulier, c'est lui qui allait saigner le cochon après le coup de massue. Après les parents qui arrivaient là. Et nous, les petits-enfants, on arrivait seulement après, quoi. On arrivait au moment où on n'avait plus qu'à gratter les soies sur de l'eau bien chaude, là. Mais les femmes, elles allaient recueillir le sang pour la charcuterie, brasser ce sang, et c'est là où on revient sur le non-dit, à condition que la femme n'ait pas ses règles à ce moment-là. Et ça, c'était pas dit. Et même ça m'a été dit que très très tard, beaucoup plus tard. Quel âge vous aviez? Quand je l'ai su, peut-être une 40aine d'années. Mais non. Si. On ne parlait pas de ça. On n'en parlait pas. On enchaîne avec un autre sujet dans quelques instants qui est important aussi, qui est un des fils rouges tout au long du murmure de la terre. C'est le rapport à la religion. C'est important. On en parle dans quelques instants avec vous, Serge Potiron, professeur retraité et agrégé d'économie et de gestion. Vous signez Le murmure de la terre en auto-édition. C'était d'abord pour votre famille et j'aimerais bien que ce soit pour tout le monde. Tenu, vous êtes sur Ici Loire-Océan. Et ce matin, nous recevons Serge Potiron, professeur agrégé d'économie, entre autres. Son ouvrage autobiographique, Le murmure de la terre, m'a rappelé d'autres lectures tout aussi géniales, en réalité. Je vais lui raconter un peu. Ici Loire-Océan. Les gens d'ici. On
continue notre découverte de votre ouvrage, Serge Potiron, aujourd'hui. C'est Le murmure de la terre, souvenir d'une enfance à la ferme. La ferme en question, juste à côté de Saint-Émilion-de-Blain. On est au début des années 70. La religion est omniprésente. Vous précisez d'ailleurs, et c'est la première incursion de ce domaine-là dans votre récit, que dans les toilettes extérieures, on mettait des petits bouts bien découpés de la croix, me semble-t-il. Mais vous précisez avec élégance et discrétion, ce n'était pas nos toilettes. Alors c'est vrai, bon, 2 mots sur les toilettes, elles étaient à l'extérieur dans toutes les fermes à l'époque, c'était comme ça. Et effectivement, les familles étaient abonnées à la vie catholique, aux pèlerins. Voilà, c'était les abonnements principaux de l'époque, la croix aussi. Et puis, quand ils avaient été lus et relus 1 ou 2 fois, à un moment donné, ils avaient une seconde vie. Voilà. Ça. Et la seconde vie, c'était découpé en carré. Et voilà, auprès donc dans les toilettes, au fond du jardin. C'est ça. Ça dépendait des toilettes parce que on pouvait considérer que c'était un sacrilège de se servir de ce journal-là en particulier. La religion qui rythme énormément d'événements de la vie commune, mais je sens un respect immense des rituels sociaux qu'amenait la religion plus que de la foi. En réalité, j'ai l'impression que c'est ça qui pesait, qui avait une importance dans la vie quotidienne. Alors, de toute façon, c'était quelque chose d'incontournable. La messe du dimanche matin, tout le monde se devait d'y aller. Et en fait, moi, je remarquais bien à l'époque, ne pas y aller, c'était prendre vraiment un grand risque, en fait. Le risque, c'était, tiens, elle n'est pas venue. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? On ne l'a pas vue. Et ça jasait. Et ça jasait beaucoup. Ça jasait et avec aussi une forme d'ambiguïté. Dans la semaine, certains se parlaient très peu entre eux. Ouais. Et le jour du dimanche, là, bizarrement, tout le monde se serrait la main, tout le monde se disait bonjour. Une forme de petite hypocrisie malgré tout. Ouais, mais c'est comme ça qu'on fait société aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Et alors après, donc l'église, c'était pas mal de moments différents dans l'année, puisque l'église, c'était aussi les enterrements. Et ça, c'était un temps très très marqué à la campagne. Un décès dans le petit village, c'était toute la commune qui s'arrêtait en fait. Oui. Donc même les agriculteurs qui devaient bosser non-stop. Voilà, tous les agriculteurs forcément allaient s'arrêter. Avec chez nous souvent un temps de visite aussi, donc de la personne décédée la veille, l'avant-veille. Et puis l'église était pleine quoi. L'église était pleine à ce moment-là. Avec une petite anecdote. Si vous avez lu aussi, vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai mis une croyance un petit peu particulière, là, cette notion de trépied, de terre-pied, parce qu'il y a le langage aussi, le terre-pied. On y reviendra sur le langage, là aussi, il y a de le terre-pied, donc ça veut dire que s'il y a eu un mort dans la commune, un deuxième mort peu de temps après, alors on attend le troisième. Oui, le troisième. Sous une forme de triangle dans la commune, on est presque en train de chercher qui pourrait donc être ce troisième. Il y a un mélange de religion, mais aussi de superstition. Oui. Elles sont là, bien présentes tout au long de cette enfance rurale. Elles sont là, parce que il y a finalement donc la religion, mais il y a aussi par rapport au semail, aux moissons, à l'espérance d'une bonne récolte, ou alors à la maladie dans le cheptel. Finalement derrière se dire si on le faisait bénir ou autre, peut-être que voilà. Donc on est dans cette époque encore de transition finalement et de référence à la religion de manière très très forte. On va parler d'une des différences principales entre l'enfant que vous étiez en 1970 et ce que vivent maintenant vos petits-enfants, mon enfant aussi, les enfants du 21e siècle. C'est l'écologie. Voilà, parce qu'en tant que fervent défenseur de la nature et de ce qu'elle nous amène de beau et de pur dans le murmure de la terre, il y a plein de questions que j'ai envie de vous poser sur ce qu'on subit actuellement en 2026. Serge. Vous écoutez Les gens d'ici et Alain Souchon est venu vous claquer une bise sur Ici Loire-Océan. Est-ce qu'on parlait vraiment d'écologie en 1970 à la campagne? Ou parlait-on de nature ou de pratiques ancestrales? On en parle avec Serge Potiron, notre invité ce matin. Il sort un livre autobiographique à ce sujet. Ici Loire-Océan. Pauline Espagno. Les gens d'ici. Potiron, vous êtes toujours notre invité sur Ici Loire-Océan dans le murmure de la terre, un récit autobiographique, souvenir d'une enfance à la ferme. Pour revenir sur l'écologie, vous évoquez 2 années terribles. 1976, une sécheresse, que vous considérez comme une année maudite. En 1981 aussi, ce sont les bêtes qui ont un problème. Maintenant, nous sommes en 2026. Comment vous parlez du réchauffement climatique à vos enfants et petits-enfants? Alors 76, c'est vrai que ça avait été une année exceptionnelle où en fait, tous les agriculteurs étaient
était dans l'attente de la moindre goutte de pluie qui n'est arrivée que courant septembre. Donc là, c'était la fête en fait. C'était la fête quand c'est arrivé enfin à ce moment-là les premières gouttes de pluie. 81 pour nous après, quelques temps après. Alors, est-ce que c'était sous l'angle purement écologique ou autre ? C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais c'est vrai que mon père retrouve finalement dans un tas issu du remembrement, un tas de branchages, etc., 2 bêtes qui étaient allées se fourrer dans ce tas-là, si on peut dire, je pense à cause de la chaleur déjà aussi, et qu'il a retrouvé, alors je ne sais pas si je peux utiliser le mot, mais on aurait dit crever, c'est le mot qu'on aurait utilisé à l'époque, donc je vais le reprendre ici. Maintenant, pour en parler aux enfants, nous aux enfants aujourd'hui, c'est plutôt par rapport aux façons de faire, aux gestes dont il faut prendre conscience au quotidien pour essayer de limiter chacun dans son quotidien au mieux possible tout ce qu'on connaît aujourd'hui et les températures qu'on a notamment cette semaine ou la semaine prochaine. Ouais, on rappelle qu'on enregistre cette émission au moment où on va avoir une séquence à 40 degrés pendant au moins 3 jours d'affilée, ce qui aurait été inimaginable il y a encore quelques années de ça sur la Loire-Atlantique. C'est pour ça que la mention de ce bon sens des anciens auquel vous consacrez tout un chapitre, je la trouve importante et je repose la question, est-ce que parmi ce que vous disiez vos grands-parents présents jusqu'à une arrière-grand-mère qui est encore là vivante quand vous nous racontez tout ça, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ils avaient définitivement raison, mais il y a même déjà 50 ans de ça, alors qu'ils n'avaient pas un bagage scientifique, ni même écologique en fait? Alors, je pense quand même le respect de cette terre, parce que moi quand j'évoque murmure de la terre, ça veut dire savoir finalement l'écouter. Et l'écouter, c'est parfois qu'elle nous dit, c'est trop tôt, c'est pas encore le moment d'y aller. Ne plante pas, par exemple, des pommes de terre trop tôt. Il y a encore des risques de gelée, par exemple. Ou alors, c'est le bon moment, quoi. C'est-à-dire, les petits pois dans le jardin, ils nous disent, ça y est, c'est aujourd'hui, quoi. Les gousses sont bien pleines, bien garnies, ou les haricots verts, il faut y aller maintenant. Et on n'en fait pas tomber un seul de petits pois. Ça aussi, je le reprécise, mais ça m'a vraiment marqué, quoi. C'est vrai. Alors, je pense que finalement, c'est toutes ces racines-là qui considèrent que tout est précieux. Il y a tellement de temps derrière, il y a tellement de difficultés qu'on va rien gâcher et que, effectivement, alors, écosser les petits pois, c'était quand même du plaisir finalement. Mais bon, tout le monde connaît le petit pois. Si tout le monde a pratiqué ce geste, on sait bien que le petit pois, il roule, il saute, il s'amuse. Bon, on allait aller le récupérer, ça c'est sûr. On passe dans quelques instants, si vous voulez bien, à une petite partie de vocabulaire, tiens, voilà, qu'on décode encore un petit peu. On aurait pu faire 2 heures d'émission sur ce beau livre que vous nous proposez, Le Murmure de la Terre. Serge Potiron, on finit d'en parler dans un instant. À la découverte, ce matin, du travail et de la mémoire de Serge Potiron, professeur agrégé d'économie à la retraite. Il se livre d'abord pour ses enfants et ses petits-enfants dans un livre autobiographique qu'il a choisi finalement de sortir à quelques centaines d'exemplaires en auto-édition. Un livre que j'ai dévoré. Son histoire, il lui rend hommage notamment en écrivant tout un chapitre en galop dans le livre. Petite leçon de vocabulaire, petit quiz, c'est parti. Ici Loire-Océan. Les gens d'ici. Petit quiz. Biger, ça veut dire quoi, Serge ? À votre avis, biger quelqu'un. Bon, biger quelqu'un, c'est juste embrasser quelqu'un. C'est lui faire une bise, quoi. Très bien. Qu'est-ce qu'une gouche ? Une gouche. Alors, donc, je pense que selon les régions, le nom pourrait être peut-être un peu différent. On pourrait dire aussi une coche, mais là, je vous aide pas. Du tout. Du tout. Alors, un nom un peu plus connu, on pourrait dire la truie, du coup. Voilà. Donc là, c'est la femelle, effectivement, qui va peut-être avoir des portées nombreuses, et puis dont l'un finira vraisemblablement en charcuterie. Est-ce que les portées de la gouche, ce sont des petits racouets ? J'ai bon ? Alors non. Non ? Dans le lot, souvent la portée, ça peut être 8, 9, une dizaine de petits porcelets, on va dire. Et souvent dans le lot, il y en a 1 ou 2 qui sont un peu plus faibles, plus petits. Parce que déjà, le nombre de mamelles, il est restreint aussi. Et donc, il y en a 1 ou 2 qui arrivent moins finalement à s'alimenter et à boire. Ouais. C'est ceux-là qu'on appelle les racouets. Mais on va les aider à survivre aussi. Ce vocabulaire-là permet aussi de relier les gens géographiquement, parce que quand vous évoquez la guernouille, je me dis, mais j'ai déjà lu ce terme, où ça ? Dans La guerre des boutons de Louis Pergaud, qui se déroule en Franche-Comté, au bout de la diagonale. Oui. Nous, dans la région, on aurait dit effectivement aller à la pêche à la guernouille, quoi. Ouais. Donc la guernouille, tout le monde peut comprendre, là, le mot il est proche, malgré tout, quoi. Parce que là, je suis en train de faire un travail plus en amont cette fois-ci. En fait, sur ma commune, Saint-Émilion-de-Belin, il y a des personnes vivantes, qui ont 100 ans, 95 ans, toute leur tête. J'ai des tantes aussi qui ont 88, 89 ans, que je vais enregistrer
pour du coup cette fois-ci témoigner plus sur les années 40, 50, début 60. C'est précieux ça. Donc le prochain projet plutôt centré sur la place des femmes. Écoutez, moi c'est pas pour me déplaire forcément. Pour terminer, vous êtes en auto-édition pour Le Murmure Exactement. de la Terre. Vous avez sorti combien d'exemplaires? Alors je suis pour l'instant à 2 fois 150, donc je suis à 350 et sur les 350 il doit m'en rester une cinquantaine à peine, donc ça suit bien son cours. Essentiellement distribué dans la région pour moi autour de Blain, donc Maison de la Presse de Blain, espace culturel. Et puis dans mon petit café-restaurant de Saint-Émilien de Blain, le seul commerce du village, quoi. Et voilà, donc après, je reçois beaucoup aussi finalement par Internet, des demandes ou autres, et j'y réponds. Très bien. Mais alors attendez, là voilà la vraie dernière question. Vous avez grandi à Saint-Émilien de Blain et vous y habitez toujours? Et non. Alors la famille y habite, parents, frères et sœurs. Moi je suis sur Nantes, donc j'ai aussi enseigné sur Nantes et c'était plus facile. Mais je reste fréquemment en visite là-bas. Il y a les parents, maman notamment. Donc, Très bien. C'est combien d'habitants en 2026, vous savez à peu près? Saint-Émilien, on doit être à peut-être 550, 600, pas plus. Ok. Vous savez ce qui me ferait plaisir, c'est d'imaginer qu'ils sont tous en train d'écouter avec les fenêtres ouvertes et de se dire il s'est bien débrouillé Serge, c'est bien. Je de profession autoréalisatrice, c'est ce qui se passe à Saint-Émilien de Blain où vous nous écoutez, tout le village. Serge, vous êtes tellement bien défendu, vous êtes tellement bien raconté. Le Murmure de la Terre, ce beau livre, moi je suis très contente d'en avoir un exemplaire. On guette pour les prochaines publications, les prochains travaux. Serge Potiron, c'était un plaisir de vous avoir dans Les gens d'ici. Aujourd'hui, cette émission est à réécouter et à partager aussi, bien sûr. C'est sur ici.fr, page Loire-Océan, dans quelques instants.